Je n'ai jamais dit à mon fils ce que son père avait discrètement caché dans le vieux box de stockage. Après le décès de mon mari, mon fils a épousé une femme avide d'argent. Elle était attentionnée, serviable, toujours à mes côtés. Je l'ai laissé croire que j'avais besoin d'elle. Alors que j'étais à la maison à essayer de trier les affaires inachevées laissées par mon mari, mon téléphone a soudainement sonné. C'était le gérant du garde-meuble qui appelait, sa voix tremblant alors qu'il disait « Madame, ils sont là. Ils sont en train de briser le cadenas pour entrer dans le box. » Je ne me suis pas précipité. J'attendais ce moment depuis longtemps. Et ce qu'ils ont déclenché ensuite allait tout changer. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. L'appel est arrivé à 16h47 un mardi d'avril. J'étais dans le bureau de Richard quand mon téléphone a vibré. Le nom de Victor Stone a clignoté sur l'écran. « Madame Westbrook, dit-il, la voix serrée. Quelqu'un est au box 7A avec une meuleuse d'angle sur batterie. Ils sont en train de forcer la porte. » Je me suis dirigé vers la fenêtre. La pluie tombait doucement, rendant la ville grise. « Qui est-ce » ai-je demandé, bien que je le sache déjà. « Votre fils, madame, Trevor Westbrook. Il est avec une femme. »« Vanessa, bien sûr. »« Dois-je appeler la police » a demandé Victor. « Non, dis-je calmement. Laissez-le finir. Verrouillez les portails extérieurs. Dites-lui que le système a mal fonctionné. Ne le laissez pas partir. Vous êtes sûr ? Je suis sûr. J'ai raccroché et regardé le bureau. 15 mois depuis que Richard est mort ici. 15 mois depuis qu'il m'a remis la clé, les coordonnées et la lettre. Si Trevor trouve ceci, tu sauras quoi faire. Tout ce dont tu as besoin est déjà en place. J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché le flux en direct du box 7A. Les caméras étaient cachées dans les dalles du plafond. Trevor était agenouillé devant la porte en acier. La meuleuse d'angle hurlait dans ses mains. Il avait apporté 3 batteries supplémentaires. Cela allait prendre un certain temps. Des étincelles oranges jaillissaient alors que le disque de meulage mordait dans le métal. Son visage était tendu par le désespoir. Derrière lui, Vanessa se tenait les bras croisés, téléphone à la main, ennuyée, impatiente. Elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle venait de mettre les pieds. J'ai appelé Frank Donovan. C'est en train d'arriver, ai-je dit. Quand ? Maintenant. Trevor vient de déclencher le protocole. Il est en train de couper la porte avec une meuleuse. Frank a expiré. 72 heures. 72 heures, ai-je répété. Vendredi soir, nous mettons fin à tout ça. On pourrait les arrêter maintenant, a-t-il dit. Nous en avons assez. Non, dis-je. Si on les arrête maintenant, Vanessa s'en sortira avec des charges réduites. Mais si on les laisse venir dîner vendredi et avouer devant la caméra, on les enterre. 25 ans, Frank, pas 5. Il resta silencieux. Tu peux tenir 3 jours de plus. J'ai regardé l'écran. Trevor coupait toujours. Vanessa vérifiait sa montre. Je gère ça depuis 8 mois, ai-je dit. Je peux gérer 3 jours de plus. D'accord, dit Frank. Je vais me coordonner avec le détective Moss. Unité en attente vendredi soir. Bien. J'ai raccroché et je me suis assise. Sur l'écran, Trevor a finalement percé la porte. Il a essuyé la sueur de son front et l'a ouverte. Il est entré. J'ai regardé son visage changer. Pas de coffre-fort, pas d'argent liquide, pas de certificat d'action, juste une petite table en bois et dessus, une seule photographie. Trevor l'a ramassée. Même à travers le flux granuleux, je pouvais voir ses mains trembler. C'était une photo de lui à 5 ans tenant la main de Richard, debout devant la scierie, souriant. Richard l'avait laissée là exprès. Trevor l'a fixée. Puis il l'a froissée et l'a jetée à travers la pièce. « Où est-il » a-t-il crié, sa voix résonnant. « Où est l'argent » Vanessa est entrée, a regardé autour d'elle et a sorti son téléphone. Trevor a donné un coup de pied dans la table. Il m'a menti. Où elle l'a déplacé. Elle savait. Calme-toi, dit froidement Vanessa. On va trouver une solution. Mais il ne connaissait pas la vérité.
Richard avait déplacé le vrai coffre-fort 3 mois avant sa mort, 2 étages plus bas, derrière un faux mur. Ce que Trevor venait de forcer était exactement ce que Richard voulait qu'il trouve. Rien d'autre qu'un rappel de ce qu'il avait perdu. Et au moment où la meuleuse de Trevor a entamé cette porte, un fichier crypté a été envoyé à 3 endroits, le département de police de Portland, le bureau du procureur et le FBI. À l'intérieur de ce fichier se trouvait tout, des preuves vidéo du détournement de fonds de Trevor en 2017, des enregistrements de Vanessa et Doug Lacrane planifiant ma mort, une déclaration sous serment signée par Richard 2 semaines avant son décès. Le compte à rebours de 72 heures avait commencé. Trevor pensait avoir été déjoué par son père mort. Il pensait que j'avais déplacé l'argent. Il n'avait aucune idée qu'il venait d'entrer dans un piège qui allait le détruire. J'ai fermé l'ordinateur portable. 3 jours de plus. Et ensuite, je lui dirai exactement ce que son avidité avait coûté. Mais le combat n'a pas commencé ce mardi après-midi-là. Il a commencé 6 mois après les funérailles de Richard, par une chaude soirée d'août, lorsque Trevor l'a ramené à la maison. « Maman, je veux te présenter quelqu'un. » Je me tenais à la porte, regardant mon fils monter les marches du porche avec une femme que je n'avais jamais vue. Elle avait 32 ans, était blonde avec un sourire digne d'une publicité. « Voici Vanessa Clark, » dit Trevor d'une voix enjouée. « Nous nous sommes mariés la semaine dernière. » Mariés la semaine dernière ? Pas d'invitation. Vanessa a tendu la main. Madame Westbrook, Trevor m'a tellement parlé de Richard. J'aurais aimé pouvoir le rencontrer. Sa poignée était ferme, ses yeux chaleureux, sa voix empreinte d'une sympathie parfaite. J'aurais dû faire confiance à mon instinct, mais j'étais seul, en deuil, et Trevor avait l'air heureux. Alors, j'ai souri. Appelez-moi Diane. Bienvenue dans la famille. Août est devenu septembre. Septembre est devenu octobre. Et lentement, j'ai commencé à m'effondrer. Cela a commencé par un épuisement que le sommeil ne pouvait réparer. Je me réveillais après 8 heures en ayant l'impression d'avoir couru un marathon. Mon café avait un goût métallique. Mes mains tremblaient. En septembre, j'ai raté une marche en descendant l'escalier. J'ai attrapé la rampe, mais ma hanche est devenue violette. Vanessa est arrivée avec des poches de glace. Diane, vous devez faire attention. Ces escaliers sont dangereux. En octobre, j'ai oublié un rendez-vous avec Patricia Howell, notre avocate. 30 ans de rendez-vous parfait disparu. Vanessa a suggéré un médecin. C'est probablement le stress. Je vais vous conduire. En novembre, j'ai laissé la cuisinière allumée, brûlant la soupe jusqu'à ce que l'alarme incendie hurle. Je suis resté là à fixer la marmite noircie, incapable de me souvenir de l'avoir mise là. Vanessa a ouvert les fenêtres, a fait du thé. C'est sérieux. Vous auriez pu déclencher un incendie. Peut-être avons-nous besoin d'autres arrangements, quelque part avec plus de soutien. Trevor a hoché la tête quand elle le lui a dit. Je l'ai vu depuis le couloir, la gratitude dans ses yeux. Et autre chose. L'espoir. L'espoir que j'accepterais. L'espoir que ce problème se résoudrait de lui-même. En décembre, mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais plus tenir mon café. Vanessa a apporté des vitamines. Celle-ci aidait ma grand-mère. Prenez-en 2 chaque matin. Je les ai prises. Elle était de la famille. Ou du moins le pensais-je. Mais j'ai toujours été une observatrice. Même à travers l'épuisement, une partie de moi restait alerte. J'ai remarqué comment Vanessa préparait toujours mes vitamines, touchait toujours ma nourriture en premier, était toujours présente quand les symptômes s'aggravaient. J'ai remarqué comment elle parlait à Trevor, doucement. Des suggestions sur la vie assistée, des commentaires sur ma santé déclinante, des mots qui ressemblaient à de l'inquiétude mais qui ressemblaient à autre chose. J'ai remarqué comment elle regardait la maison, pas comme une famille, mais comme quelqu'un qui fait l'inventaire. Une nuit fin décembre, après que tout le monde se fut endormi, je suis descendu. La maison était sombre sauf la lumière de la cuisine que Vanessa avait laissée allumée. J'ai ouvert son flacon de vitamines, en ai versé une dans ma paume. Elle avait l'air normale. Mais les choses normales ne font pas trembler les mains. N'efface pas la routine. Ne vous font pas tomber dans des escaliers que vous avez montés 10 000 fois. J'ai trouvé un sac Ziploc, y ai mis 3 pilules, les cacher dans le bureau de Richard.
Puis je me suis tenu dans cette cuisine sombre et j'ai pris une décision. J'avais besoin de quelqu'un qui savait comment découvrir la vérité sans faire de bruit. Quelqu'un qui comprenait que les gens dangereux sourient pendant qu'ils vous font du mal. Par l'embrasure de la porte, j'ai vu le manteau de Vanessa, son sac à main. Le flacon de vitamine placé là où je le verrais chaque matin. J'ai pris une vitamine de plus et je l'ai regardé se dissoudre dans l'évier, tourbillonnant comme le mensonge qu'elle m'avait servi pendant des mois. Le lendemain matin, je passerai cet appel. Mais en me tenant là à 2 heures du matin, j'ai cessé d'être juste une veuve. Je suis devenu autre chose, quelqu'un qui ne partirait pas sans bruit, quelqu'un qui riposterait. J'ai chuchoté à la pièce vide, je dois trouver quelqu'un en qui je peux avoir confiance, quelqu'un qui sait comment exposer la vérité sans faire de bruit. Et à ce moment-là, tout a changé. Le lendemain matin, j'ai appelé Frank Donovan. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du Pearl District à 6 heures du matin, avant le réveil de la ville. Frank était déjà là quand je suis arrivé, assis dans le coin du fond avec 2 tasses de café. Il avait été le plus vieil ami de Richard, 40 ans dans la police de Portland avant de prendre sa retraite et d'ouvrir sa propre agence d'investigation. Si quelqu'un pouvait m'aider, c'était lui. Je me suis assise et j'ai fait glisser le sac Ziploc sur la table. À l'intérieur se trouvaient 3 pilules, petites, blanches, identiques aux vitamines que Vanessa me donnait chaque matin depuis 4 mois. J'ai besoin que tu les testes, ai-je dit. Et j'ai besoin que tu testes mon sang. Frank a pris le sac et l'a étudié sous la lumière tamisée du café. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dedans? Quelque chose qui me rend malade, ai-je dit. Quelque chose qu'elle met dans ma nourriture, mes boissons, tout. Il a hoché la tête lentement. Je vais m'en occuper. 2 semaines plus tard, il a appelé. Viens à mon bureau, a-t-il dit. Tu as besoin de voir ça. Le bureau de Frank était au-dessus d'une librairie sur la 23e Nord-Ouest. La pièce sentait le vieux papier et le café rassis. Il avait des documents étalés sur son bureau, des rapports de laboratoire, des résultats de toxicologie, des analyses chimiques. Il m'a tendu la première page. Université de santé et des sciences de l'Oregon. Rapport de toxicologie sanguine. Patiente Diane Westbrook. Date 15 janvier 2025. Concentration d'arsenic 0,8 mg par litre. Plage normale inférieure à 0,03 mg par litre. J'ai fixé les chiffres. Mes mains ont commencé à trembler. Tu es empoisonné, dit doucement Frank. Lentement, délibérément. Si tu avais continué à prendre ces pilules pendant encore 6 mois, tu aurais subi une insuffisance hépatique complète. Une autre année, et tu serais parti. Il m'a tendu le 2e rapport, l'analyse des pilules. Chaque capsule contient 2,5 mg de trioxyde d'arsenic. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Nous devons l'arrêter, ai-je dit. Maintenant. Frank a secoué la tête. Pas encore, Diane. Elle t'empoisonne depuis des mois. Et si on l'arrête maintenant, m'interrompit-il, elle prend 5 ans pour agression avec une substance nocive. Peut-être 10 pour tentative de blessure avec circonstances aggravantes. Mais ce n'est pas suffisant, Diane. Il se pencha en avant. Nous devons la prendre en flagrant délit de quelque chose de plus grand. Le faux testament, la conspiration avec son avocat, le plan pour éliminer ton fils après qu'elle aura eu l'argent. Si nous attendons, si nous la laissons penser qu'elle gagne, nous pouvons l'enterrer pour 25 ans, peut-être à vie. Je l'ai fixé. Tu veux que je continue à faire semblant de mourir? Je veux que tu contrôles le jeu, a-t-il dit. Tu survis depuis 8 mois. Tu peux survivre 3 de plus. Et quand nous aurons fini, elle ne fera pas que perdre. Elle sera détruite. J'ai baissé les yeux sur le rapport d'arsenic dans mes mains. Les chiffres se brouillaient. Qu'est-ce que je dois faire? Arrête de prendre ces pilules, dit Frank. Remplace-les par de vraies vitamines, mais continue à jouer la malade. Tombe dans les escaliers. Oublie les rendez-vous. Tremble quand tu tiens ta tasse de café. Fais-lui croire que le poison fonctionne. Il a sorti un carnet. Je vais commencer la surveillance. Je vais la suivre. Enregistrer ses conversations. Trouver avec qui elle travaille. Et quand nous aurons tout, quand nous aurons la preuve de la conspiration, de la falsification et de la planification de préjudice, nous bougerons.
pas avant. J'ai hoché la tête lentement. Combien de temps? 3 mois, a-t-il dit. Peut-être 4. J'ai besoin de temps pour monter le dossier. J'ai pris une profonde inspiration. D'accord, nous attendons. Pendant les 3 mois suivants, je suis devenue une actrice. Je tombais. J'oubliais. Je tremblais. Je laissais Vanessa m'aider à aller aux toilettes. Je la laissais sourire et m'apporter de la soupe et dire à Trevor à quel point elle était inquiète pour moi. Et tout le temps, Frank regardait. Fin avril, il m'a appelé. Il était 22 heures. J'étais assise dans le noir dans le bureau de Richard, fixant les lumières de la ville. Diane, a dit Frank, j'ai trouvé quelque chose et c'est pire que ce que nous pensions. Ma poitrine s'est serrée. Dis-moi. Ce n'est pas juste le poison, a-t-il dit. Vanessa et quelqu'un d'autre, un avocat nommé Douglas Crane, prévoit d'éliminer Trevor après avoir obtenu l'argent. Après qu'ils penseront que tu es parti. J'ai fermé les yeux. Dis-moi tout, ai-je dit, et Frank l'a fait. 1 heure plus tard, j'étais dans le bureau de Frank. La librairie en dessous avait fermé depuis des heures. La rue dehors était sombre et vide. Le bureau de Frank était couvert de documents, de photographies et d'un ordinateur portable ouvert sur un flux de surveillance. Montre-moi, ai-je dit. Frank a tourné l'ordinateur vers moi. C'est d'hier après-midi, a-t-il dit. Box 7A. Les caméras de l'installation ont tout capturé. Il a appuyé sur lecture. Les images étaient granuleuses, mais claires. Trevor était agenouillé devant la porte en acier, une meuleuse d'angle sur batterie hurlant dans ses mains. Des étincelles oranges jaillissaient alors que le disque de meulage déchirait le métal. Derrière lui, Vanessa se tenait avec son téléphone, surveillant le couloir. L'horodatage indiquait 23 avril, 13h47. Il est resté là pendant 42 minutes, a dit Frank. A changé de batterie 3 fois. A finalement percé à 14h30. J'ai regardé le visage de Trevor sur l'écran, désespéré, déterminé. Et ça, a dit Frank, ouvrant un autre fichier. Il y a 3 semaines, Trevor a acheté une meuleuse d'angle sur batterie robuste et 6 disques de coupe de métal au Home Depot de Gresham. Payé en espèces. $240. Il m'a montré le reçu. L'horodatage était clair. 30 mars, 15h17. Il planifiait ça depuis des semaines, a dit Frank. J'ai fixé le reçu. Trevor avait acheté les outils il y a 3 semaines. La même semaine, la succession de Richard est entrée en homologation. Quoi d'autre, ai-je demandé. Frank a ouvert une deuxième fenêtre, des relevés bancaires. Le 15 mars, Trevor a transféré $5000 à Brian Mills. La ligne mémo dit frais de consultation. Qui est Brian Mills? Agent de sécurité au garde-meubles. Frank a dit, 20 ans de métier. Casier vierge jusqu'à maintenant. Je suppose que Trevor l'a soudoyé pour regarder ailleurs. Il a cliqué sur une autre page. Et le 1er avril, Vanessa a retiré $50 000 en espèces du compte joint qu'elle partage avec Trevor. Aucune explication, elle est juste entrée dans la banque et l'a pris. J'ai senti ma poitrine se serrer. $50 000. Elle se prépare à fuir, ai-je dit. Ou à payer quelqu'un, a répondu Frank. Il a ouvert un 3e fichier, un fil de discussion par email récupéré sur l'ordinateur portable de Trevor. De Trevor Westbrook à Vanessa Clark. Date 20 mars 2025. Objet, pas d'objet. Es-tu sûr que ça va marcher? De Vanessa Clark à Trevor Westbrook. Date 20 mars 2025. Elle ne le fera pas. Elle s'affaiblit chaque jour. Tais-toi et suis le plan. J'ai relu l'email encore et encore. Elle s'affaiblit chaque jour. Vanessa avait été si sûre, si confiante. Il y a plus, dit doucement Frank. Il a sorti une photo de Vanessa assise en face d'un homme dans un café. L'homme avait la cinquantaine, les cheveux grisonnants, portait un costume. C'est Douglas Crane, a dit Frank. Avocat, droit des successions. Il a été radié en 2019 pour avoir falsifié des signatures sur des documents d'homologation. A récupéré sa licence il y a 2 ans. Et il travaille avec Vanessa.
Ils se rencontrent tous les mardis et jeudis depuis 6 semaines, a dit Franck. Même café, 23e Nord-Ouest. Je la suis depuis février. Il a ouvert un autre dossier, plus de photos. Vanessa et Douglas à une table, des documents étalés entre eux. Vanessa lui tendant une enveloppe. Douglas hochant la tête. Que font-ils, ai-je demandé. Franck s'est reculé dans sa chaise. Il falsifie le testament de Richard, a-t-il dit. Change les termes, supprime les garde-fous qu'il a mis en place, facilite l'accès de Trevor à la succession sans condition. Mes mains se sont fermées en poing. Peut-on les arrêter? On peut, a dit Franck. Mais pas encore. Si on bouge maintenant, ils détruiront les preuves. Nous devons les prendre en flagrant délit. Nous avons besoin qu'ils présentent le faux testament au tribunal des successions. Et alors? Alors on les enterre, a-t-il dit. Fraude, conspiration, falsification. Vanessa part pour 25 ans. Douglas perd sa licence définitivement. Trevor devient complice. J'ai regardé l'écran, le visage de Trevor, le sourire froid de Vanessa, les yeux calculateurs de Douglas Crane. Combien de temps, ai-je demandé. 1 semaine, a dit Franck. Peut-être 2. Ils vont vite. Je me suis levé. Mes jambes semblaient instables. Nous manquons de temps, ai-je dit. Franck a hoché la tête. Je sais, a-t-il dit. Mais nous sommes prêts. Je l'ai regardé, lui, les preuves étalées sur son bureau, les années d'amitié et de confiance entre lui et Richard. Merci, dis-je doucement. Il a hoché la tête. Finissons-en. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là et je suis monté au bureau de Richard. La pièce semblait la même qu'il y a 15 mois. Le bureau en chêne, la chaise en cuir, la peinture de la rivière où il la met au lever du soleil accrochée au mur au-dessus du classeur. J'ai marché jusqu'à la peinture et je l'ai décrochée. Derrière se trouvait un petit coffre-fort mural. Richard me l'avait montré 2 semaines avant sa mort. Il avait écrit la combinaison sur une carte et l'avait glissée dans mon portefeuille. 1-2-0-1-1-2-4. 20 janvier 2024, le jour de sa mort. J'ai entré le code. Le verrou a cliqué. La porte s'est ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule clé USB noire étiquetée de l'écriture de Richard. Pour Diane, si Trevor trouve le garde-meuble. Je l'ai sorti et je me suis assise au bureau de Richard. Mes mains tremblaient alors que je branchais le lecteur dans l'ordinateur portable. 3 fichiers sont apparus à l'écran. Fichier 1, Trevor détournement 2017.pdf, 47 pages, relevé bancaire, fausse facture, enregistrement de virement. Trevor avait volé 6 millions de dollars à Westbrook Timber and Real Estate en 2017. Il avait créé une société écran appelée Pacific Limbé Consulting et détourné l'argent de faux contrats vers ses comptes personnels. Il avait falsifié la signature de Richard sur 12 documents. Richard l'avait découvert fin 2017. Il avait confronté Trevor, l'avait viré, mais il n'avait pas appelé la police. Au bas du document, Richard avait écrit une seule ligne en rouge. Je lui ai donné une chance. Il l'a gâché. Fichier 2, le-plan-du-piège.docs. C'était le plan de Richard pour le box de stockage. Il avait transféré 18 millions de dollars en décembre 2023, 3 semaines avant sa mort. 8 millions en espèces, 7 millions en certificats d'action, 3 millions en titres immobiliers. Mais ce n'était pas tout. Richard avait écrit, la valeur nette totale de notre famille est de 32 millions de dollars. 18 millions sont maintenant sécurisés dans l'unité 7A, les actifs les plus liquides, les plus faciles à voler. Les 14 millions restants sont liés à la maison, aux actions de l'entreprise et à d'autres propriétés qui ne peuvent pas être facilement liquidées. J'ai déplacé les actifs liquides dans le garde-meuble parce que je savais que Trevor viendrait chercher. S'il essaie d'entrer par effraction, le piège se déclenchera. Au moment où une brèche non autorisée se produit, le système va, 1. Alerter Diane immédiatement. 2. Geler tous les accès de Trevor aux comptes familiaux pendant 72 heures. 3. Enregistrer la vidéo et l'audio de l'effraction. 4. Envoyer des copies de toutes les preuves à Patricia Howell, notre avocate, au FBI et au département de police de Portland. Au bas, Richard avait ajouté, Diane, si tu lis ceci,
alors Trevor a trouvé le box et tu l'as arrêté. Je suis si fier de toi. Fichier 3, 2 testaments.pdf. Ce fichier contenait 2 documents côte à côte. Testament 1, vrai, daté du 15 décembre 2023, notarié par Patricia Howell, 60% de la succession à Diane, 40% à Trevor conditionnel à ce que Trevor termine sa réhabilitation et n'accède pas au garde-meuble pendant au moins 2 ans. Testament 2, faux modèle, même date, même notaire, mais inversé. 60% à Trevor, 40% à Diane. Aucune condition. Richard avait écrit une note en haut. Diane, utilise la lumière UV pour vérifier le vrai testament. J'ai fait imprimer celui de Patricia sur du papier personnalisé Westbrook, le stock spécial de notre usine qui contient des fibres microscopiques intégrées avec le filigrane hexagonal unique de notre famille. Personne en dehors de notre entreprise n'a accès à ce papier. Douglas Crane ou tout autre faussaire peut acheter le meilleur papier du marché, mais ils ne reproduiront jamais le nôtre. Sous la lumière UV, le vrai testament brille. Le faux ne le fera pas. Je me suis reculé dans la chaise, fixant l'écran. Richard avait su. Il avait su que Trevor essaierait ça. Il avait su que quelqu'un l'aiderait. Et il avait construit un piège si précis, si hermétique qu'il n'y avait aucune échappatoire. J'ai fermé les fichiers et tenu la clé USB dans ma main. Puis j'ai ouvert le tiroir du bureau et sorti les 2 testaments, celui que Patricia Howell m'avait donné après les funérailles de Richard et celui que Trevor avait présenté il y a 3 mois, prétendant l'avoir trouvé dans un coffre-fort. Je les ai posés côte à côte sur le bureau. Il était temps de voir lequel était vrai. Je suis resté au bureau de Richard jusqu'à 2 heures du matin. Les 2 testaments reposaient côte à côte sous la lampe de bureau, identiques, tous 2 datés du 15 décembre 2023, tous 2 notariés par Patricia Howell. Tous 2 semblaient officiels, coûteux, légitimes, mais un seul était réel. J'ai ouvert le tiroir du bureau et sorti la lampe de poche UV que Richard y avait gardée. Petite, noire, le genre que les enquêteurs forensiques utilisent sur les scènes de crime. J'avais presque oublié ce que Richard m'avait dit à propos du papier. Je suis dans le commerce du bois et du papier, chérie, avait-il dit 6 mois avant sa mort. J'ai passé 30 ans à sourcer des matériaux spécialisés. Ce testament n'est pas juste imprimé sur du papier coûteux. Il est imprimé sur du stock personnalisé Westbrook. Il m'avait montré un échantillon. Cela ressemblait à un parchemin ordinaire de haute qualité. Mais sous la lumière UV, il révélait un filigrane caché, un motif hexagonal incrusté de fibres microscopiques uniques à notre papeterie familiale. Douglas Crane peut acheter le meilleur papier de qualité contrefaçon sur le marché, avait dit Richard. Mais il ne mettra jamais la main là-dessus. Ce n'est pas à vendre. C'est à nous. Et sous la lumière UV, la différence est indubitable. J'ai éteint la lampe de bureau. La pièce est devenue sombre. J'ai tenu la lampe de poche UV au-dessus du premier testament, celui que Patricia Howell m'avait donné après les funérailles de Richard. J'ai allumé la lumière. La page a brillé. Un faible filigrane bleu est apparu dans le coin supérieur droit. Le logo du cabinet d'avocats de Patricia Howell incrusté dans le papier lui-même. Le long de la marge gauche, un texte caché est devenu visible. Document original 2023. La signature de Richard en bas brillait en or, une encre anti-contrefaçon qui n'apparaissait que sous la lumière UV. Et à travers toute la page, faible mais indubitable, se trouvait le motif hexagonal, de minuscules formes imbriquées tissées dans les fibres du papier. C'était le vrai testament. Je l'ai mis de côté et j'ai pris le 2e testament, celui que Trevor m'avait donné il y a 3 mois. J'ai tenu la lumière UV au-dessus. Rien. La page est restée blanche, vierge, ordinaire. Pas de filigrane, pas de texte caché, pas d'encre anti-contrefaçon, pas de motif hexagonal, juste du papier coûteux, rien de plus. Je l'ai posé et j'ai rallumé la lampe. Le testament de Trevor était une contrefaçon, et j'en avais la preuve. J'ai sorti mon téléphone et pris des photos des 2 documents, d'abord sous une lumière normale, puis sous UV. Je les ai enregistrés à 3 endroits, mon téléphone, l'ordinateur portable de Richard et un dossier cloud sécurisé que Frank avait configuré pour moi. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché Douglas Crane avocat Portland, Oregon. Les résultats sont apparus immédiatement. Douglas Crane Esquire, planification successorale et droit des successions, licence 2001, suspendu en 2019, rétabli en 2021.
J'ai cliqué sur les dossiers disciplinaires du barreau de l'État de l'Oregon. Numéro de dossier 2019-047, falsification de documents juridiques. Douglas Crane avait été réprimandé en 2019 pour avoir falsifié des signatures sur des documents successoraux pour 3 clients distincts. Il avait reçu une amende de $50 000 et avait été suspendu pendant 6 mois. Il avait repris l'exercice en 2020, se spécialisant dans les « services successoraux discrets » pour les clients fortunés. En d'autres termes, des gens qui avaient besoin de quelqu'un prêt à contourner les règles. Vanessa avait trouvé le partenaire idéal. J'ai regardé les 2 testaments sur le bureau. L'un disait la vérité, l'autre était un mensonge. Et maintenant je savais lequel était lequel. J'ai pris mon téléphone et envoyé un SMS à Frank. J'ai la preuve. Le testament est falsifié. J'ai besoin que tu découvres qui l'a fait et quand. Sa réponse est arrivée 2 minutes plus tard. Je suis déjà dessus. Je surveille le bureau de Douglas Crane depuis 3 semaines. J'ai des enregistrements. Je les envoie demain matin. J'ai posé le téléphone et regardé l'horloge. Il était presque 3 heures du matin. Dans quelques heures, Frank me montrerait les preuves, et alors nous connaîtrions toute l'étendue de ce que Vanessa et Douglas Crane avaient prévu. Mais pour l'instant, je restais assise dans le noir, tenant la preuve dans mes mains. Trevor avait essayé de voler l'héritage de mon mari, mais Richard s'était assuré que je gagnerais. À 10 heures ce matin-là, j'étais assise en face de Frank à nouveau. Il avait fermé la porte du bureau, tiré les stores. Son ordinateur portable brillait dans la pièce tamisée. À l'écran, un dossier étiqueté surveillance Vanessa Douglas février à avril 2025. 6 semaines de surveillance, a dit Frank doucement. Diane, ce que tu es sur le point d'entendre. On ne peut pas s'y préparer. Je me suis redressé sur ma chaise. Montre-moi. Il a cliqué sur le premier fichier. 12 février, 15h15. Café Nord-Ouest de Portland. L'audio a commencé. Bruit de fond, machine à expresso, conversation murmurée. Puis 2 voix ont tranché clairement. La voix de Vanessa, tranchante et professionnelle. Combien de temps avant que le testament soit finalisé? Le ton plus grave de Douglas Crane. C'est fait. Déposé au tribunal des successions la semaine dernière. À moins que quelqu'un ne conteste avec des preuves concrètes, il tient. Et la vieille femme? Une pause. Puis Douglas. Comment va-t-elle? Plus faible chaque jour. Peut-être 4 à 6 mois si nous avons de la chance. Mes mains se sont serrées. Et Trevor? Le rire de Vanessa était froid. Il est utile pour l'instant. Après avoir accédé à l'argent du box, nous nous occuperons de lui. Frank a mis l'enregistrement en pause. C'était mi-février, 2 semaines après que nous ayons découvert la substance toxique. Joue le suivant, ai-je dit. Il a cliqué à nouveau. 26 février, même endroit. La voix de Douglas incertaine. Qu'est-ce que tu veux dire par s'occuper de lui? Allez, Douglas. Tu n'es pas naïf. Trevor est un handicap. Il est faible. Il parle quand il boit. Il n'est pas fiable. Une fois que nous avons l'argent, il devient un problème que nous ne pouvons pas nous permettre. Vanessa, j'ai accepté de créer le faux testament. Je n'ai pas accepté de. Qu'est-ce que tu suggères exactement? Je suggère que les accidents arrivent. Les gens conduisent en état d'ivresse. Ils s'écrasent. Trevor a un passif avec l'alcool. Ça ne soulèverait pas de questions. Le silence s'étira sur l'enregistrement. Puis Douglas lentement, tu es sérieuse. Je suis toujours sérieuse à propos de 32 millions de dollars. Tu es partant ou pas? Une autre longue pause. Je suis partant, mais on fait ça à ma façon. Propre, pas de traces. Frank a arrêté l'audio. C'est une conspiration pour commettre le crime ultime, Diane. Prémédité, calculé. Il y en a plus, ai-je dit, pas une question. Un de plus. 5 mars. Cette fois, la voix de Vanessa est passée excitée, énergisée. J'ai trouvé quelqu'un au garde-meuble. Brian Mills, agent de sécurité. Il laissera Trevor entrer par effraction, fera croire que Trevor a agi seul. Ensuite, quand Trevor sera emmené,
nous le ferons sortir sous caution. Et sa voix a baissé. J'ai dû me pencher vers le haut-parleur. Et puis l'accident. La veuve éplorée hérite de tout. Pas d'autre héritier. 32 millions de dollars, Douglas. On partage 60 à 40. Je veux 50. Bien. 50 à 50, mais Trevor doit être géré dans le mois après avoir sécurisé les fonds. Frank a fermé l'ordinateur portable. Le bureau semblait plus petit, l'air plus épais. Elle prévoit de l'éliminer, ai-je chuchoté. Mon fils. Elle l'a épousé pour accéder à la succession de Richard, et une fois qu'elle l'a, Trevor devient jetable. Pas juste prévoir, a dit Frank. Elle a déjà tout mis en mouvement. Le faux testament, le pot de vin à Mills, faire entrer Trevor par effraction dans le box. Tout est conçu pour lui donner un accès légal à l'argent, puis le supprimer définitivement. Je me suis levé, j'ai fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Dehors, Portland traversait sa matinée ordinaire. Les gens achetaient du café, promenaient des chiens, vivaient des vies normales. La mienne était devenue tout autre chose. J'ai besoin que tu contactes le détective Sarah Moss, ai-je dit en me tournant vers Frank. Richard la connaissait de l'association des anciens combattants. Elle est digne de confiance. Fais préparer des mandats d'arrêt pour Vanessa, Trevor et Douglas. Charge de conspiration, fraude, tentative de préjudice. Quand? Vendredi soir. Je les invite à dîner. 19h, je veux que tu installes des caméras et un enregistrement audio dans ma maison avant. Je vais les confronter avec tout, le faux testament, les substances toxiques, ces enregistrements. Et quand ils seront pris devant la caméra en train d'admettre, Sarah et son équipe interviendront. Frank m'a étudié. Diane, c'est dangereux. Vanessa a déjà prouvé qu'elle est prête à faire du mal aux gens qui se dressent sur son chemin. Je sais. J'ai croisé son regard. Mais Trevor a besoin d'entendre ça. Il doit comprendre ce qu'est vraiment sa femme avant d'être arrêté. Et j'ai besoin que Vanessa avoue officiellement devant des témoins sans aucun moyen de nier plus tard. Frank a hoché la tête lentement. J'appellerai Sarah cet après-midi. J'ai sorti mon téléphone et tapé, Trevor, viens à la maison vendredi soir pour le dîner. Toi et Vanessa. 19h. J'ai besoin de discuter de la succession de papa avec vous deux. Ne refuse pas. C'est la dernière fois que je demande. J'ai appuyé sur envoyer. Le message a indiqué distribuer. Puis 3 points sont apparus. Trevor écrivait. Sa réponse est arrivée quelques instants plus tard. Maman, pourquoi maintenant? Tu nous évites depuis des mois. De quoi s'agit-il vraiment? J'étais assise à la table de cuisine jeudi matin, le café refroidissant devant moi. Par la fenêtre, la rivière Willamette reflétait le ciel gris d'avril. J'ai tapé soigneusement, choisissant chaque mot comme on place des pierres pour traverser une rivière. Trevor, je sais que tu as essayé d'accéder au garde-meuble de ton père. Victor m'a appelé. Je ne veux pas que cela dégénère en quelque chose de pire. Nous devons parler en famille de la succession et de la suite. Je promets d'écouter ton côté. Les 3 points sont apparus, disparus, apparus à nouveau. Puis mon téléphone a sonné. Maman. La voix de Trevor semblait tendue, fatiguée. Je n'y crois pas. Tu as été froide avec moi depuis la mort de papa. Maintenant soudainement, tu veux un dîner de famille. J'ai pris une respiration, laissant ma voix s'adoucir dans le ton d'une veuve en deuil. Faible, blessée, vulnérable. Chérie, je n'ai pas été froide. J'ai souffert. Ton père est parti et j'ai essayé de tout faire tenir ensemble, mais je vois maintenant que te repousser ne fait qu'aggraver les choses. J'ai fait une pause. Je sais que tu as besoin d'accéder à ce que ton père a laissé. Je sais que tu as des difficultés financières, mais la façon dont tu t'y prends, entrer par effraction dans le box, ce n'est pas ce que ton père aurait voulu. Maman, j'ai juste besoin de ce qui est à moi. Papa a promis. Alors viens me parler vendredi soir. Amen Vanessa. Asseyons-nous comme des adultes et trouvons une solution. Si tu veux toujours impliquer des avocats après, d'accord. Mais donne-moi une chance d'expliquer ce que ton père voulait réellement pour toi. Le silence s'étira entre nous. Vanessa n'a pas confiance en ça, dit-il finalement.
Vanessa n'a pas besoin de me faire confiance. Mais Trevor, je suis ta mère. Je t'ai élevé. Je t'aime malgré tout. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Plus de silence, puis, d'accord, nous viendrons. 19h vendredi. Mais maman, s'il te plaît. Ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Je te promets que tu auras des réponses à tout. 19h, je te verrai alors. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Franck. Ils ont accepté. Vendredi, 19h. Peux-tu installer l'équipement? Jeudi après-midi. Je serai là à 14h. Tu es sûr de toi, Diane? Je suis sûr depuis le jour où Richard m'a donné cette clé il y a 15 mois. Je ne savais juste pas à quoi je me préparais. À l'autre bout de la ville, dans l'appartement que Trevor et Vanessa partageaient, elle se tenait à la fenêtre regardant la circulation en bas. Qu'a-t-elle dit? A demandé Vanessa sans se retourner. Trevor était assis sur leur canapé, téléphone toujours en main. Elle sait pour le box. Veut parler de la succession de papa. Elle semblait différente, plus douce. Elle te manipule, peut-être. Ou peut-être qu'elle est juste fatiguée de se battre. Il a levé les yeux vers sa femme. Vanessa, c'est ma mère. Elle a perdu son mari. On peut au moins l'écouter. Vanessa s'est retournée, l'étudiant avec ses yeux froids et calculateurs dont il s'était en quelque sorte convaincu qu'il montrait de l'amour. Bien sûr que nous pouvons, bébé. Elle traversa la pièce vers lui, se percha sur le canapé, passa les doigts dans ses cheveux. Nous irons. Nous écouterons. Et si elle essaie quoi que ce soit, nous gérons. Après que Trevor soit allé prendre une douche, Vanessa a sorti son téléphone et envoyé un SMS à Douglas Crane. On va chez elle vendredi soir. Sois prêt. Si elle sait quoi que ce soit, nous devons agir vite. Sa réponse est venue immédiatement. J'aurai des plans d'urgence prêts. Ne t'inquiète pas. Vanessa a supprimé le fil de discussion et a glissé son téléphone dans sa poche. Elle a marché jusqu'à la fenêtre de leur chambre. En bas, Portland suivait ses rythmes ordinaires. Les gens allaient au travail, vivant leur petite vie prévisible. Bientôt, elle aurait 32 millions de raisons de quitter cette ville pour toujours. Quitter Trevor. Quitter Diane. Laisser toute cette mascarade ennuyeuse derrière elle. Trevor est sorti de la salle de bain, s'essuyant les cheveux. Je suis nerveux pour vendredi. Vanessa a souri du même sourire parfait qu'elle portait le jour de leur rencontre. Ne sois pas nerveux, chérie. Tout va se passer exactement comme prévu. Il a hoché la tête, voulant désespérément la croire. Elle s'est retournée vers la fenêtre, son sourire se transformant en quelque chose de plus dur, de plus froid. Elle a chuchoté à son propre reflet, trop doucement pour que Trevor entende, bientôt, tout cela sera fini. Ils sont arrivés exactement à 19h. J'ai ouvert la porte pour trouver Trevor sur les marches du porche, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Derrière lui se tenait Vanessa dans une robe couleur crème, son sourire parfait et exercé. Entrez, ai-je dit simplement. La table de la salle à manger était dressée pour 3. Repas simple, poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts. Le genre de dîner que j'avais fait 1000 fois quand Trevor grandissait. Nous avons mangé dans un quasi-silence pendant les 40 premières minutes. Trevor tentait la conversation. Maman, la nourriture est bonne. Merci de nous avoir invités. C'est toujours ta maison, chérie. Tu as grandi ici. J'ai posé ma fourchette. Je voulais juste des moments comme celui-ci avant que tout ne change. Les yeux de Vanessa se plissèrent légèrement. Diane, vous avez l'air beaucoup mieux ce soir. Ces derniers mois, quand je vous ai rendu visite, vous sembliez si frêle, mais ce soir vous semblez plus vive, plus claire. J'ai croisé son regard à travers la table. Peut-être parce que j'ai arrêté de prendre ces vitamines que vous m'avez données. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Trevor a regardé entre nous, confus. Maman, qu'est-ce que tu... Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au buffet et j'ai pris le flacon de vitamines que Vanessa m'avait donné en décembre. Je l'ai placé au centre de la table avec un léger clic. Tu te souviens de ça, Vanessa? Tu me les as donnés en décembre dernier. Tu as dit qu'elles aideraient avec mes tremblements.
Je les ai prises pendant 2 mois. Puis j'ai commencé à tomber, à oublier des choses. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais pas tenir une tasse de café. L'expression de Vanessa resta parfaitement composée. Diane, ce sont des compléments standards. Si vous avez eu des réactions indésirables, c'est malheureux, mais... Réactions indésirables. J'ai presque ri. C'est comme ça qu'on appelle ça? Trevor s'est reculé légèrement de la table. Maman, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai regardé mon fils, mon petit garçon, qui était devenu un homme que je reconnaissais à peine. Et pendant un moment, le chagrin a menacé de me submerger, mais j'étais allé trop loin pour m'arrêter maintenant. Trevor, tu te souviens en septembre dernier quand je suis tombé dans les escaliers? Toi et Vanessa êtes venus dans l'heure. Il a hoché la tête lentement. Ou en octobre quand j'ai oublié mon rendez-vous avec Patricia Howell. Tu as suggéré que je voie un médecin. Maman, on s'inquiétait pour toi. Novembre. J'ai laissé la cuisinière allumée, brûler une marmite de soupe. Vanessa a suggéré que j'avais besoin d'autres arrangements, quelque part avec plus de soutien. Le visage de Trevor pâlit. On pensait que tu allais de plus en plus mal. L'âge, le stress de perdre papa. Décembre. J'ai gardé ma voix stable. Mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé du café partout sur cette table. Vanessa m'a apporté ses vitamines. A dit qu'elles aideraient. J'ai tapoté le flacon. Sais-tu ce qui s'est passé après que j'ai commencé à les prendre? Personne n'a répondu. J'ai empiré, plus faible, plus confuse, plus dépendante. Je me suis penché en avant. Jusqu'en janvier, quand je les ai fait tester et que j'ai découvert exactement ce que Vanessa me donnait depuis des mois. Vanessa s'est levée brusquement. Je n'ai pas à écouter ces accusations. Asseyez-vous, ai-je dit calmement. Nous n'avons pas fini. Quelque chose dans ma voix l'a fait hésiter. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, j'ai vu une lueur d'incertitude traverser son visage. Elle s'est assise. J'ai marché jusqu'au buffet et j'ai pris 3 enveloppes en papier craft que j'avais préparées, chacune étiquetée clairement au marqueur noir. Enveloppe 1, la falsification. Enveloppe 2, le poison. Enveloppe 3, la trahison. Je les ai placées sur la table entre le poulet rôti et le flacon de vitamines. Trevor les a fixées. Maman, c'est quoi ça? C'est la vérité sur ta femme, sur la succession de ton père, sur ce que vous deux avez planifié. J'ai croisé le regard de Vanessa. Ou devrais-je dire ce que Vanessa et Douglas Crane ont planifié tout en t'utilisant comme leur pion. La tête de Trevor a claqué vers Vanessa. Douglas Crane? Qui est? On y viendra. J'ai pris la première enveloppe. Mais d'abord, parlons de falsification. J'ai regardé les deux. Mon fils qui avait choisi l'avidité plutôt que la famille et la femme qu'il avait épousée pour accéder à une richesse qu'elle n'avait jamais gagnée. Ma voix était de glace. Commençons par la façon dont vous avez falsifié le testament de votre père. J'ai ouvert la première enveloppe lentement, délibérément, les laissant regarder. Les laissant se demander quelles preuves j'avais rassemblées alors qu'ils pensaient que je mourrais. 2 documents ont glissé sur la table entre les assiettes, côte à côte, identiques en apparence. Ils sont tous deux datés du 15 décembre 2023. Tous deux notariés, tous deux portant la signature de votre père. J'ai regardé Trevor. Mais un seul est réel. Trevor s'est penché en avant, les étudiants. Ils ont l'air identiques. C'est le but d'une bonne contrefaçon. J'ai pointé le document de gauche. Ceci est le testament que Patricia Howell m'a donné après les funérailles de votre père. Il me laisse 60% de sa succession. 40% à toi, à condition de terminer ta réhabilitation et de ne pas accéder au garde-meubles pendant 2 ans. J'ai déplacé mon doigt vers le document de droite. Ceci est le testament que tu as présenté il y a 3 semaines. Celui que tu as dit venir du coffre-fort personnel de papa. Il inverse les pourcentages. 60% pour toi, 40% pour moi. Pas de condition, pas de période d'attente. C'est ce que papa m'a dit, dit Trevor, la voix montant. Il a dit que j'aurais la majorité parce que j'étais censé continuer l'entreprise. Ton père n'a jamais dit ça. J'ai gardé ma voix égale. Mais quelqu'un t'a convaincu qu'il l'avait fait.
J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti la petite lampe de poche UV. Il y a un moyen simple de déterminer l'authenticité. Ton père savait que des gens essaieraient de falsifier son testament. Alors, il a demandé à Patricia d'utiliser des matériaux spécialisés. J'ai éteint les lumières de la salle à manger. Dans l'obscurité, j'ai allumé le faisceau UV. Le document de gauche, ma copie, s'est animé sous la lumière ultraviolette. Des filigranes bleues ont fleuri dans le coin. Le sceau du cabinet d'avocat de Patricia Howell brillait. Un texte caché est apparu le long de la marge. Document original 2023. La signature de Richard scintillait en or. J'ai déplacé la lumière vers le document de Trevor. Rien. Le papier est resté blanc vierge. Pas de filigrane, pas de texte caché, pas de signature brillante, juste du papier ordinaire et de l'encre standard. J'ai rallumé les lumières. Trevor fixait les deux documents, le visage se vidant de sa couleur. Je ne savais pas, maman, je jure que quelqu'un m'a donné ce testament et a dit qu'il était légitime. Qui te l'a donné, Trevor? Il a regardé Vanessa. Tu l'as fait. Tu as dit que ton ami avocat l'avait trouvé dans le coffre de papa à la banque. Tu as dit que c'était le vrai. L'expression de Vanessa resta parfaitement calme. Trevor, ta mère te manipule. Je n'ai aucune idée de quoi elle parle. Si quelqu'un a falsifié un testament, ce n'était pas moi. J'ai sorti un deuxième jeu de papier de l'enveloppe. Des photographies de surveillance, 8 d'entre elles, chacune horodatée et datée. Je les ai étalées sur la table. Vanessa assise dans un café avec un homme d'âge moyen en costume coûteux. 8 février, 15h15. 15 février, 15h15. 22 février. Chaque mardi pendant 6 semaines. C'est Douglas Crane. J'ai dit, avocat spécialisé en droit des successions. Il a été radié en 2019 pour avoir falsifié des signatures sur des contrats immobiliers. Il a récupéré sa licence en 2020 et a immédiatement commencé à travailler avec des clients qui avaient besoin de solutions juridiques créatives. Trevor a ramassé l'une des photos. Ses mains tremblaient. Vanessa, qui est cet homme? Pourquoi le rencontrais-tu? C'est juste un consultant juridique. J'essayais de t'aider à comprendre la succession de ton père. C'est un faussaire condamné, ai-je interrompu. Et tu l'as rencontré chaque semaine à partir de février, le même mois où le faux testament est soudainement apparu en ta possession. Trevor s'est levé en renversant sa chaise vers l'arrière. Tu m'as dit que ce testament était légitime. Tu as dit que papa voulait que j'aie le contrôle de l'entreprise. Tu as dit. Trevor, assieds-toi. La voix de Vanessa avait perdu sa douceur. Ta mère crée un récit. Elle essaie de te monter contre moi. Non. J'ai secoué la tête. Je montre la vérité à mon fils. Tu l'as épousé il y a 8 mois. Tu as immédiatement commencé à te positionner entre lui et son héritage. Tu as créé un faux testament pour lui donner le contrôle majoritaire, sachant qu'il te donnerait accès à tout une fois que tu serais sa femme. J'ai regardé Trevor. Ton père t'a laissé 40% fils, mais il l'a rendu conditionnel parce qu'il savait que tu devais prouver que tu avais changé par rapport à l'homme qui a détourné 6 millions de dollars en 2017. Trevor s'est effondré dans sa chaise, la tête dans les mains. Vanessa s'est levée. Je n'ai pas à rester ici et écouter ces accusations. Si, tu le dois. Ma voix était d'acier. Parce que nous ne faisons que commencer. J'ai tendu la main vers la deuxième enveloppe, plus lourde que la première. Nous avons parlé de falsification. Maintenant, discutons de ce que tu as mis dans mes vitamines ces 6 derniers mois. J'ai tendu la main vers la deuxième enveloppe. Mes mains étaient stables maintenant. Trevor était assis figé sur sa chaise, fixant les 2 testaments, brillant encore faiblement sous la lampe UV. Vanessa était devenue très immobile. Son visage était un masque prudent, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts reposaient trop légèrement sur le bord de la table. J'ai ouvert l'enveloppe et sorti une épaisse pile de documents médicaux. Ceci, ai-je dit doucement, est mon rapport de toxicologie sanguine de l'Université de santé et des sciences de l'Oregon, daté du 15 janvier 2025. J'ai posé la première page devant eux. L'entête était indubitable. Les chiffres étaient surlignés en jaune. Concentration d'arsenic 0,8 mg par litre.
Plage normale inférieure à 0,03 mg par litre. Trevor s'est penché en avant, plissant les yeux sur la page. Maman, qu'est-ce que c'est? Ça signifie, ai-je dit, que quelqu'un a mis une substance nocive dans mon corps depuis des mois. Lentement, soigneusement, j'ai sorti le deuxième document, une analyse de laboratoire des compléments vitaminiques que Vanessa me donnait. Les mêmes vitamines qu'elle me tendait chaque matin avec un sourire et un verre d'eau. Chaque capsule contient 2,5 mg de trioxyde d'arsenic. Le visage de Trevor est devenu pâle. Non, non, ce n'est pas, à 2 pilules par jour, ai-je continué d'une voix calme, j'aurais subi une insuffisance hépatique complète dans les 6 mois. Arrêt total des organes en 1 an. Vanessa n'a pas bougé. Elle n'a pas cligné des yeux. J'ai plongé la main dans l'enveloppe une fois de plus et j'ai sorti un reçu d'achat. Je l'ai placé directement devant elle. Ceci, ai-je dit, est un reçu d'une entreprise de produits chimiques à Seattle, daté de juillet 2024, un mois avant que tu n'épouses mon fils. Ses yeux se sont baissés juste une fois. Article, trioxyde d'arsenic 100 grammes. Expédié à Vanessa L. Clark. Signature, Vanessa L. Clark. Carte de crédit finissant par 4829. Trevor s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Vanessa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Elle l'a regardé. Son visage était encore calme, presque serein. Trevor, dit-elle doucement. Ta mère est confuse. Elle est malade depuis des mois. Tu l'as vu toi-même. Je l'ai vu, ai-je dit. Et tu t'es assuré que tout le monde le voit aussi. Je me suis tourné vers Trevor. Chaque fois que je tombais, chaque fois que j'oubliais quelque chose, chaque fois que mes mains tremblaient, elle était là avec de l'eau, avec des pilules, avec de l'inquiétude. Les lèvres de Vanessa se sont pincées en une ligne fine. Elle m'a rendu faible, ai-je dit. Elle m'a fait paraître incompétente. Elle t'a fait croire que je perdais la tête, et quand je serais parti, elle et Douglas Crane auraient tout contrôlé. La voix de Trevor s'est brisée. Maman, es-tu en train de dire qu'elle a essayé de t'éliminer? J'ai dit, oui. Le masque de Vanessa a finalement glissé. Sa voix est devenue froide. Tu étais sur le chemin. Tu n'avais pas besoin de 32 millions de dollars. Tu étais déjà vieille. J'accélérais juste les choses. Trevor a reculé en titubant comme s'il avait été giflé. Mais voilà le truc, ai-je dit en me penchant en avant. J'ai arrêté de prendre tes pilules en février. J'ai remplacé chacune d'elles par de vraies vitamines. Et depuis 3 mois, je fais semblant. Les yeux de Vanessa se sont élargis juste un peu. Mais la partie la plus difficile, ai-je continué, n'a pas été d'arrêter le poison. C'était de faire semblant d'être encore mourante. Je l'ai regardée directement. J'ai dû m'étudier, apprendre comment mes mains tremblaient quand l'arsenic était à son pire, m'exercer au tremblement devant le miroir chaque matin, utiliser du maquillage pour rendre mon visage plus pâle, des cernes sous les yeux, des joues creuses. J'ai traîné les pieds en marchant. J'ai oublié des choses exprès. Je t'ai laissé m'aider à aller aux toilettes. J'ai fait une pause. Parce que je savais que tu me regardais à chaque seconde, chaque respiration, et si je montrais même une lueur de force, tu saurais que quelque chose n'allait pas. La mâchoire de Vanessa s'est serrée. Pendant 3 mois, j'ai été une actrice, et tu ne t'es jamais douté de rien. J'ai fait un geste vers la bibliothèque. La petite lentille était à peine visible derrière le dos d'un vieil atlas. Je rassemblais des preuves, ai-je dit, et je montais un dossier. Et en ce moment, Frank Donovan et le détective Sarah Moss de la police de Portland regardent toute cette conversation sur un flux en direct depuis les caméras cachées dans cette pièce. Trevor s'est retourné pour regarder. Son visage était cendré. Ils sont en route, ai-je dit. Et quand ils arriveront, vous serez accusés de tentative d'élimination, de conspiration et de fraude. Vanessa s'est levée. Sa chaise a raclé le sol. Assieds-toi, ai-je dit. Elle ne l'a pas fait. J'ai tendu la main vers la 3e enveloppe. La dernière. Maintenant, ai-je dit, parlons de trahison. Et j'ai appuyé sur lecture. Si vous êtes toujours là, laissez votre devinette en une phrase. Quel était selon vous ce problème technique? Si vous étiez à ma place, que feriez-vous quand la vérité éclate enfin? Et juste une petite note avant la partie suivante,
l'histoire qui suit comprend certains détails dramatisés à des fins narratives et éducatives. Si ce style n'est pas pour vous, n'hésitez pas à arrêter de regarder ici. La voix de Vanessa a rempli la pièce. Elle provenait des haut-parleurs cachés derrière la bibliothèque. Claire, froide, indubitable. 26 février 2025, 15h22. Il devient un problème. C'était Vanessa. Plate, professionnelle. Alors nous le gérons, répondit Douglas Crane. La tête de Trevor a claqué vers le son. Comment? Demanda Vanessa. Un accident. La voiture sort de la route. Défaillance des freins. Ça arrive. Trevor resta figé. Et le timing? Une fois que nous avons le box déverrouillé. Une fois que nous avons les 18 millions de dollars, alors nous mettons ça en scène. Trevor pourra être la perte tragique de la famille en deuil. Vanessa a ri doucement. Il est faible. Il a volé 6 millions à son père et n'a pas pu les garder. Il est inutile maintenant. Trevor a reculé en titubant. Vanessa, tu allais me finir? Oui. Les yeux de Vanessa sont restés sur moi, froids. Vous planifiez cela depuis le jour où vous l'avez rencontré, ai-je dit. Le mariage, le testament, le garde-meuble. Une fois que vous aviez l'argent, il n'était qu'un autre obstacle. Trevor s'est effondré sur sa chaise, les mains sur le visage. J'ai arrêté l'enregistrement. Silence. Trevor a levé les yeux, les larmes coulant. Maman, je ne savais pas. Je le jure. Je sais, ai-je dit. Vanessa s'est levée. Sa chaise a raclé le sol. Assieds-toi, ai-je dit. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est tournée vers la porte. 3 coups secs. La porte s'est ouverte. Le détective Sarah Moss est entrée, grande, le regard vif, le badge de la police de Portland à la ceinture. Derrière elle, Frank, 3 officiers en uniforme. Vanessa Clark, a dit le détective Moss, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre un préjudice, tentative d'élimination et falsification de documents juridiques. Vanessa n'a pas couru, n'a pas crié, est juste restée là. Un officier s'est avancé avec des menottes. Trevor Westbrook, a continué Moss. Vous êtes également en état d'arrestation pour conspiration, destruction de propriétés sécurisées et complicité de fraude. Le visage de Trevor s'est effondré. Non, s'il vous plaît. Maman, s'étrangla-t-il. Je suis désolé. Je ne savais pas. L'officier a tiré ses mains en arrière. Les menottes ont cliqué. Trevor est tombé à genoux, sanglotant. Alors qu'il conduisait Vanessa vers la porte, la radio du détective Moss a crépité. Moss, ici l'unité 4 APDX. Nous avons détenu Douglas Crane à la porte d'Alaska Airlines. Il tentait d'embarquer sur un vol pour Grand Cayman. Dans son bagage à main, 200 000 $ en espèces, le montant exact que Vanessa Clark a retiré du compte joint la semaine dernière. Nous avons également récupéré son ordinateur portable contenant des modèles de testament falsifiés avec plusieurs versions brouillons remontant à décembre et un sceau de notaire contrefait portant le nom de Patricia Howell. Il est en garde à vue. Le détective Moss m'a regardé et a hoché la tête. Tous les 3, Madame Westbrook. Et nous avons les preuves pour tout prouver. Frank s'est approché. L'effraction du stockage mardi a tout déclenché, a-t-il dit doucement. Quand la meuleuse de Trevor a entamé cette porte, le protocole de Richard a envoyé un fichier crypté au procureur, au FBI et à la police de Portland. À l'intérieur, vidéo du détournement de fonds de Trevor en 2017, enregistrement de Vanessa et Douglas planifiant votre mort, la déclaration sous serment signée de Richard. Il a fait une pause. Le gel de 72 heures nous a donné la fenêtre légale pour les mandats d'arrêt sans leur mettre la puce à l'oreille. Si nous avions bougé plus tôt, ils auraient détruit les preuves. Le piège de Richard leur a forcé la main. J'ai regardé la table vide. Les 3 enveloppes ouvertes. Il savait, ai-je chuchoté. Il savait, a dit Frank. Et il t'a tout donné pour gagner. Ils ont emmené Vanessa en premier. Elle n'a pas regardé en arrière. Puis Trevor à la porte. Il s'est tourné, le visage rouge, strié de larmes. Les officiers ont continué à avancer.
Franck a fermé la porte doucement. Ça va, a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé autour de la table, encore dressée, les enveloppes éparpillées. La maison était si calme. Dehors, les voitures de police s'éloignaient. Les lumières rouges et bleues s'estompaient. Je me tenais seul dans la maison que mon mari avait construite. La maison que mon fils avait essayé de voler. La maison que je m'étais battu pour garder. C'était fini. Mais le coup était tout. La maison était trop calme. Je suis resté assise dans le noir longtemps après le départ de Franck et des officiers. La salle à manger sentait encore vaguement le vin et la nourriture froide. Les enveloppes étaient toujours éparpillées sur la table. La lampe UV avait fini par griller. Je n'ai pas allumé les lumières. Dehors, la ville bourdonnait doucement, voitures passant sur l'autoroute lointaine, le faible grondement d'un avion au-dessus. Mais à l'intérieur, il n'y avait que le silence. Je pensais à Trevor. Pas à l'homme qu'ils avaient emmené me noter ce soir, mais au garçon qu'il était. Je pensais à l'été 2007. Trevor avait 17 ans. Il avait bu lors d'une fête à l'Oswego. Il avait pris le volant quand même. Il avait heurté une boîte aux lettres, puis une clôture, puis enroulé sa voiture autour d'un poteau téléphonique. Richard était allé là-bas au milieu de la nuit. Il avait payé les dégâts. Il avait parlé aux voisins. Il s'était assuré qu'aucune charge ne soit déposée. C'est juste un gamin, avait dit Richard. Il mérite une seconde chance. Mais Trevor n'a jamais changé. Il a pris l'argent. Il a pris le pardon. Et il a continué à prendre. Richard savait. Il devait savoir. C'est pour ça qu'il avait construit le piège. Mon téléphone a vibré sur la table. Je l'ai pris. Détective Sarah Moss. J'ai répondu. Madame Westbrook, a-t-elle dit. Je suis désolé d'appeler si tard, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. J'ai fermé les yeux. Allez-y. Nous avons passé les empreintes digitales de Vanessa Clark dans la base de données nationale. Son vrai nom est Vanessa Lawson. Elle est recherchée dans 2 autres États. Ma poitrine s'est serrée. Elle a été mariée 2 fois auparavant, a continué le détective Moss. Une fois à Seattle, une fois à San Francisco. Les 2 maris sont décédés dans les 18 mois suivant le mariage. Les 2 fois, la même substance a été trouvée dans leur système. Les 2 fois, elle a tout hérité. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Trevor allait être son 3e, ai-je dit doucement. Oui, madame. Je suis resté assise là à tenir le téléphone, fixant le vide. Nous l'inculpons de 2 chefs d'accusation d'atteinte à la vie au 1er degré, a dit le détective Moss. Ainsi que pour conspiration, fraude et tentative de préjudice ici en Oregon. Elle ne sortira pas. Et Trevor, ai-je demandé. Il est détenu pour conspiration et destruction de propriété, mais d'après les preuves, il est clair qu'il ne savait pas pour ses plans de le finir. Le procureur envisage une peine réduite s'il coopère. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Merci, détective. Madame Westbrook, dit-elle doucement. Vous avez fait la bonne chose. Je n'étais pas sûr de la croire, mais je l'ai remerciée quand même. L'appel s'est terminé. Je suis resté assise dans le noir pendant un long moment. Puis j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Franck est entré. Il n'a pas frappé. Il ne le faisait jamais. Tu es encore réveillé, a-t-il demandé. Je ne pouvais pas dormir, ai-je dit. Il s'est approché et s'est assis en face de moi. Il a posé quelque chose de petit sur la table entre nous. Une clé. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. La clé de Richard, a dit Franck. Celle du box de stockage. Il me l'a donnée 2 semaines avant de mourir. M'a dit de la garder jusqu'à ce que tu sois prête. J'ai fixé la clé. Elle était petite, en laiton, usée sur les bords. Il a dit que tu saurais quand le moment serait venu, a continué Franck. Et je pense que ce soir est ce soir. J'ai pris la clé. Elle était plus lourde que je ne l'imaginais. Il y a plus là-dedans que juste de l'argent, a dit Franck doucement. Richard t'a laissé quelque chose. Une lettre. Des instructions. Il voulait que tu la voies quand tout cela serait fini.
Ma gorge s'est serrée. C'est l'heure, Diane, a dit Franck. Le garde-meuble de Richard t'attend. J'ai baissé les yeux sur la clé dans ma main, et pour la première fois de la nuit, j'ai ressenti autre chose que du chagrin. Je me sentais prête. Le garde-meuble se trouvait à la lisière du district industriel de North Portland, niché entre un dépôt de bois et une rangée de conteneurs d'expédition. Le bâtiment était en béton et en acier, fonctionnel, anonyme, oubliable. Franck s'est garé sur le parking à 9 h du matin. J'étais assise sur le siège passager, la clé en laiton encore chaude dans ma main. « Tu es prête ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Je n'étais pas sûr de le penser. Victor Stone nous attendait à l'entrée, un homme aux cheveux gris dans la soixantaine avec un visage buriné et un presse-papier. Il gérait l'installation depuis 20 ans. Richard lui faisait confiance. Madame Westbrook, a dit Victor en tendant la main. Je suis désolé pour votre perte. Richard était un homme bon. Merci, ai-je dit. Il nous a conduits dans un couloir étroit éclairé par des néons. Nos pas résonnaient sur le sol en béton. Au bout du couloir, il s'est arrêté devant une lourde porte en acier. Box 7A. Victor a fait un geste vers le clavier. Votre mari a configuré cela lui-même. A dit que vous seul auriez le code. Je me suis avancé. Mes doigts ont plané sur les chiffres. 1 -2 -0 -1 -2 -4. Le jour où Richard est décédé. 20 janvier 2024. Le verrou a cliqué. La porte s'est ouverte. Je suis entré et je me suis arrêté. C'était le bureau de Richard. Pas une copie, pas une réplique. C'était son bureau reconstruit dans les moindres détails. Le bureau en chêne qu'il avait hérité de son père. La chaise en cuir avec l'accoudoir déchiré qu'il avait refusé de remplacer. La photo encadrée de nous le jour de notre mariage montée sur le mur à côté de la fenêtre. Sauf qu'il n'y avait pas de fenêtre, juste une peinture de la rivière Willamette au lever du soleil. Franck se tenait à côté de moi, silencieux. Au centre de la pièce se trouvait un grand coffre-fort en acier. Je me suis approché. La serrure à combinaison était déjà ouverte. Richard avait dû le laisser ainsi. J'ai ouvert la porte. À l'intérieur se trouvaient des piles d'argent liquide reliées et étiquetées. À côté d'elles, un portefeuille de certificats d'action dans des pochettes de protection, et en dessous, les actes de 3 propriétés, 2 à Portland, 1 à Bend. J'ai sorti l'enveloppe scotchée à l'intérieur de la porte du coffre. Pour Diane, quand tu seras prête. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. L'écriture de Richard. Nette. Précise. Diane, si tu lis ceci, alors Trevor a trouvé le box et tu l'as arrêté. Je suis désolé de ne pas avoir pu faire cela moi-même. Je suis désolé de t'avoir laissé seul face à ce que j'ai toujours su qui arriverait. Trevor a lutté toute sa vie. Je voulais croire qu'il pouvait changer. Mais je devais aussi te protéger. C'est pour ça que j'ai construit cet endroit. C'est pour ça que j'ai tendu le piège. Dans ce coffre, tu trouveras 18 millions de dollars. 8 millions en espèces, 7 millions en certificats d'action, 3 millions en immobilier. L'argent est à toi. Fais en ce dont tu as besoin. Les actions sont pour Trevor. S'il les mérite, s'il change, s'il prouve qu'il peut être l'homme que j'espérais qu'il devienne. Sinon, fais en don. Construis quelque chose de bien. Il y a une clé USB dans le tiroir du bureau. C'est mon dernier message pour toi. Je l'ai enregistré 2 semaines avant de mourir. Je t'aime, Diane. Je t'ai toujours aimé. Richard. J'ai plié la lettre soigneusement, ma vision brouillée. Franck a mis une main sur mon épaule. Ça va? J'ai ouvert le tiroir du bureau. À l'intérieur se trouvait une petite clé USB noire étiquetée de l'écriture de Richard. Pour Diane, dernier mot. Je l'ai tenue dans ma paume. Elle était si petite, si légère, mais elle semblait porter le poids de tout. Franck, dis-je doucement. J'ai besoin de rentrer à la maison. J'ai besoin de regarder ça seul. Il a hoché la tête. Je te conduis. J'ai regardé la pièce une dernière fois. Le bureau, la chaise, la peinture de la rivière. Richard m'avait laissé plus que de l'argent. Il m'avait laissé un choix.
Et je savais exactement ce que j'allais faire. 6 mois plus tard, octobre 2025, j'étais assise dans la galerie du tribunal du comté de Multnomah. La salle était plus petite que je ne l'imaginais. Des rangées de bancs en bois, de haut plafond, le sceau de l'État de l'Oregon montait au-dessus du banc du juge. La lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol. Frank était assis à côté de moi. Il ne disait rien. Il n'en avait pas besoin. L'huissier a appelé la cour à l'ordre. La juge Maria Ansley est entrée, une femme dans la fin de la cinquantaine aux cheveux argentés et aux yeux vifs et stables. Elle avait examiné l'affaire pendant des semaines. Aujourd'hui, c'était le verdict. L'État de l'Oregon contre Vanessa Lawson, a annoncé l'huissier. Vanessa a été amenée en premier. Elle portait une combinaison orange. Ses mains étaient menottées devant elle. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière. Son visage était calme, presque ennuyé. Elle ne m'a pas regardé. La juge Ansley a lu les charges. 2 chefs d'accusation pour avoir mis fin à des vies au premier degré, Seattle et San Francisco. Conspiration pour mettre fin à une vie ici en Oregon. Falsification de documents juridiques. Fraude. Tentative de préjudice. Madame Lawson, a dit la juge, vous n'avez montré aucun remords. Vous avez démontré un schéma de manipulation, de tromperie et de préjudice qui s'étend sur plusieurs États et plusieurs victimes. Cette cour vous déclare coupable de tous les chefs d'accusation. Elle a fait une pause. Vous êtes condamné à 25 ans dans le pénitencier d'État de l'Oregon. Aucune possibilité de libération conditionnelle. Vanessa n'a pas tressailli. Elle s'est juste retournée et a marché vers la porte. En passant devant ma rangée, elle m'a jeté un coup d'œil, juste une fois. Ses yeux étaient vides. Ensuite, c'était Trevor. Il semblait plus petit que dans mon souvenir, plus mince. Ses cheveux étaient coupés courts. Ses épaules affaissées. Quand l'huissier l'a amené, ses yeux ont trouvé les miens immédiatement. Il a mimé les mots « Je suis désolé ». Je n'ai pas répondu. La juge Ansley a lu ses charges. Conspiration pour commettre une fraude, destruction de propriété sécurisée, complicité de corruption. Monsieur Westbrook, a dit la juge, les preuves montrent que vous avez été manipulé par Madame Lawson. Mais vous avez aussi fait des choix. Des choix qui ont mis en danger votre famille et violé la loi. L'avocat de Trevor s'est levé. Votre honneur, mon client a pleinement coopéré à l'enquête. Il a exprimé de profonds remords. Il est entré dans un programme de réhabilitation. J'ai lu les rapports. La juge Ansley a dit, Monsieur Westbrook, vous êtes condamné à 8 ans. Avec une bonne conduite, vous pourriez être éligible à une libération anticipée après 5 ans. Les genoux de Trevor ont fléchi. L'huissier l'a stabilisé. Il s'est tourné vers moi une fois de plus. Son visage était mouillé de larmes. Maman, a-t-il dit. Je suis tellement désolé. J'ai détourné le regard. Douglas Crane a reçu 5 ans pour falsification et conspiration. Il avait coopéré à l'enquête, ce qui lui a valu une peine réduite. Brian Mills, l'agent de sécurité qui avait pris le pot de vin de Trevor, a reçu 2 ans. La salle d'audience s'est vidée lentement. Frank et moi sommes sortis dans la lumière d'octobre. L'air était frais et vif. Les arbres le long des marches du tribunal étaient brillants de couleurs automnales, or, rouge et orange. « Tu vas bien ?» a demandé Frank. « Ça ira » ai-je dit. 2 semaines plus tard, je me tenais dans une salle de conférence en ville avec un avocat, un comptable et une pile de paperasse. J'ai signé mon nom au bas de la dernière page. La Fondation Richard Westbrook. 18 millions de dollars. La totalité. La mission de la Fondation était simple, soutenir les victimes de fraude financière, aider les familles touchées par des substances nocives et fournir une aide juridique et des conseils aux personnes âgées ciblées par des prédateurs. Richard avait voulu construire quelque chose de bien, quelque chose qui durerait. Maintenant, je le ferai pour lui. Ce soir-là, je suis rentré dans la maison calme de Forest Heights. Je suis monté au bureau de Richard. La clé USB était toujours sur le bureau où je l'avais laissée il y a 6 mois. Je n'avais pas été capable de la regarder. Pas encore. Mais maintenant, après le procès, après la fondation, après tout, j'étais prête.
J'ai pris le petit lecteur noir et l'ai tenu dans ma main. C'est l'heure, ai-je chuchoté, et je me suis assise pour entendre la voix de mon mari une dernière fois. Janvier 2026. Le pénitencier d'État de l'Oregon était à 2 heures de route de Portland. J'ai fait le trajet un mardi matin froid, la route humide de la pluie de la nuit. Trevor avait l'air différent, plus mince. Son visage avait perdu sa douceur. Ses mains étaient stables sur la table entre nous. Je suis dans un programme, a-t-il dit doucement. Conseil en toxicomanie, littératie financière, et j'écris des lettres aux gens que j'ai blessés. Il m'a montré une pile d'excuses manuscrites, soigneuses, délibérées. Je suis fier de toi, ai-je dit. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne mérite pas ça. Peut-être pas, ai-je dit. Mais tu essaies. C'est plus que ce que tu as jamais fait auparavant. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris la sienne. Je ne suis pas prête à te pardonner, Trevor, dis-je doucement. Mais je t'aime toujours et je ne t'abandonne pas. Il a serré ma main. Merci, maman. Ce soir-là, je me tenais le long de la rivière Willamette. Le soleil se couchait derrière les collines de l'ouest, peignant le ciel de rose et d'or. L'eau bougeait lentement, reflétant la lumière. Je pensais aux 47 familles que la fondation Richard Westbrook avait aidées en 3 mois. 47 personnes à qui on avait menti, qu'on avait volé, blessé, et qui recevaient maintenant une seconde chance. C'était l'héritage de Richard, et le mien. Quand je suis rentré, je suis monté au bureau de Richard. Je me suis assise à son bureau et j'ai branché la clé USB. Le visage de Richard est apparu sur l'écran. Il était assis dans cette même chaise 2 semaines avant sa mort. « Salut, chérie », a-t-il dit. Sa voix a brisé quelque chose en moi. « Si tu regardes ceci, alors tout a fonctionné. Tu as arrêté Trevor. Tu t'es protégé. » Il a souri, fatigué, mais chaleureux. « Je suis désolé de ne pas avoir pu être là, mais je savais que tu n'avais pas besoin de moi. Tu as toujours été la personne la plus forte que je connaisse, le cœur de cette famille. » Il s'est penché en avant. « J'ai construit le piège parce que je t'aime. Parce que j'avais besoin que tu aies les outils pour riposter. Pas juste l'argent, les preuves, les témoignages, la vérité. » Ses yeux se sont adoucis. « Ne porte pas de culpabilité, Diane. Ne porte pas de colère. Tu as fait ce que tu devais faire. Je suis si fier de toi. » Il a fait une pause. « Vis ta vie maintenant. Sois heureuse. Construis quelque chose de beau. » L'écran est devenu noir. Je suis resté assise là, les larmes coulant sur mon visage. « Je le ferai, Richard, » ai-je chuchoté. « Je le promets. » 3 mois plus tard, avril 2026, je me tenais dans le bureau de Richard pour la dernière fois. J'avais décidé de fermer la pièce, non pas pour oublier, mais pour avancer. J'ai rangé les photos, les livres, les papiers. J'ai laissé la peinture de la rivière Willamette sur le mur. Un dernier appel. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé Portland. La ville s'étendait en dessous de moi, ponts, bâtiments, la rivière serpentant à travers tout ça. J'avais 64 ans. J'avais perdu mon mari. J'avais perdu mon fils, du moins pour l'instant. J'avais fait face à la trahison, au mal et au chagrin. Mais j'étais toujours là. Et j'étais plus forte que je ne l'avais jamais été. J'ai fermé la porte derrière moi, je l'ai verrouillée et je suis descendu dans la lumière. L'héritage n'était pas ce qu'ils avaient essayé de me prendre. C'était ce que j'avais choisi de construire. En regardant en arrière sur tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que ce n'était pas juste un autre moment d'histoire de drames familiaux. C'était une leçon sur la confiance, les limites et le prix de l'amour. J'ai entendu tellement d'histoires de grand-mère au fil des ans, des histoires de trahison et de survie. Mais je n'aurais jamais pensé devenir l'une d'entre elles. J'étais la femme qui faisait confiance trop facilement, qui voulait croire que mon fils pouvait changer, qui a failli payer cette croyance de ma vie. Ne soyez pas comme moi. N'ignorez pas les signes avant-coureurs. Ne laissez pas l'amour vous aveugler sur la vérité. Dieu nous a donné des instincts pour une raison. Quand quelque chose semble faux, c'est généralement le cas. J'ai ignoré le mien trop longtemps, et cela m'a presque tout coûté. La vraie leçon de ces histoires de drames familiaux, les limites ne sont pas des murs, ce sont des ponts.
Elle protège ce qui compte tout en laissant de la place pour la connexion. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de dire non aux gens que vous aimez le plus. Being gifted with someone who's really tall, so they're old enough anyways. Good times, man. I miss going out there. And that to me was peak. The excitement, the adrenaline of going out in public, nighttime, getting in, and that it was such like an exhilarating moment when you're walking up to the club and the bouncers looking at you from a mile away, and you're just walking, laughing at your mates, and playing it cool, like a high school, and just like, hey mate, you are here, walk straight and done. And that you can't go, yeah, we got in. You can't do that. So you have to kind of go, fuck yes, I'm here. I'm in the promised land. It was a rainbow color of like shots, Großlager, Jägermeister, sours and that kind of crap, pound a pint. Everything was amazing back then. The music was better. We had this massive, in the 80s, this massive like disco ball and all the different lights. And I had my old shitty Nokia phone, like trying to take a picture. Oh, this is a memorable moment. I would love to have kept that picture. I wish I had it still. I would have framed the shit out of that now. It's one of my best times with my friends, and I miss it, man. It's not the same anymore. Now, when you go out, most of the time, people just want to fight. People are pissed off. They're angry. They need a way of venting. When we used to go out, yeah, you get I'm talking about happy times, man. Anyways, before I was really interrupted, fuck you. Today I brought a Farkle set for myself. Nice one, Samsung. Fall Guys, please. No fucking Fall. This isn't how it works. Summer is the best just because of the taking ice cold beer at a bar beside the beach. The beach part sounds nice, and even the ice cold drink sounds amazing. My God, man, how far back? Not in a weird parasocial way. Alessia, keeping the mood alive. I love it. I'm very new here, but I love everyone here and try to support as much as I can. Sam, so I appreciate it, man. Thank you. Hell yeah. Jägermeister's still too good. Yeah, but when you're a kid, was spinning on the shot wheel last night. Rather dangerous, yeah. I remember those back in the day. No, you're going to the wrong places. For where? What do you mean? I'm not going out anymore to go at these places, man. I just don't drink. I don't drink alcohol. So I just don't see the point of going out for drinking. And I don't like the kind of music scene either. Like with me, I go to gigs still every now and again. Also, 30 Seconds to Mars is doing a tour next year in England, so I might go check them out. Yeah, fuck you, Samson. Events are way cooler than clubs and pubs. Yeah, but events for me, I don't want to go there for multiple hours. I just don't enjoy it. Like, I'm going to Slam Dunk Festival, yeah? That to me is a good time. I can spend the whole day there listening to that kind of music again. This is one of the longer chats, eh? It is. That's what happens when I want to chat. I don't drink either. Okay. I feel like Nada have been averaging way more views lately. Yeah, maybe. You know why? Also, because I use TikTok. And I'm saying to people, hey, come on over to the purple side. You'll love it over here. The people are friendly. They come over here. They're like, oh, these people aren't friendly. I'm like, oh, no. Gotcha, bitch. There's a TwitchCon in the UK. Is there really? I won't be invited to that. I'm not big enough. I'm not cool enough to be over there. And plus, me talking to people. When I go out, I won't talk like this straight away. I have to kind of like adjust to who I'm around. I'm kind of like, okay. Like with me, what you're getting is untapped, like just me being chaotic and talking. Whereas some people I feel very performative. I pick up on people. Some people are awesome. I can't wait to see them in person. Other times I'm like, I see how you speak to certain members of your chat. Yeah, anyways. German Beer has come to see us. German Beer? First it was my 15 many times and now it's 20 or more. Let's just not jinx it, man. Let's not jinx it. Like, listen, it's like a roller coaster. It goes up and down. It goes up and down. Pub crawl at student uni is the shit. I never got to do one of those when I was younger. Yeah. Let's have a look. I feel like Pokemon attracting it. I love the Pokemon. See, listen. I hope you enjoy the Pokemon. I like Pokemon. The one thing I did want to do when I first started streaming was to get people to stay, not because of the person streaming, but because there's some gimmicky little shit or games, etc., and redeems and whatnot. I just want to make sure people are here for the right reason, hanging out with me, having a laugh and a joke. I feel like sometimes when you go into a chat, people aren't interacting and talking and socializing. They're just instead just doing it like slot machines in America. You know the old people? Ka-ching, 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 ka-ching. I want to be able to say, look, let's talk, let's chat. And we do that now. And now I can introduce these sort of things and everyone has a good time with them as well. I want to make sure the stream is all about engaging, interacting with one another. And then we add all the kind of rewards, the brain rot stuff.
I'm not performative, but I will be sassy in real life too. Oh god damn! So I would avoid you at all costs then. And also, I meant like going to like these streamer events and stuff. But let's say I will bear that in mind. Thank you very much. Getting a slowpoke tattoo on Monday. Hell yeah, hell yeah. I just couldn't commit to a tattoo. I couldn't do it. I don't know why. Even piercings.